C'est vraiment un acte de vengeance contre une communauté qui est considérée comme ayant été le pilier du pouvoir des Assad. Et également une haine religieuse qui s'exprime, puisque pour les islamistes, les djihadistes, les alaouites sont des hérétiques qu'il faut éradiquer. D'où la chronique énervée de Vincent Herweg sur lesquelles nous revenons et nous allons écouter la suite. Parce que Vincent Herweg s'offusque de l'aveuglement des Européens qui ont voulu, parce qu'ils voulaient, une fois de plus, faire pencher la balance en Ukraine et s'en prendre à la Russie, ont conduit ce pays vers ce massacre. Et malgré ça, là, le ministre des Affaires étrangères de ce pays est venu récolter de l'argent en l'Union européenne et Ursula von der Leyen se félicite de cela. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à une chronique de Vincent Herweg sur Europe 1 sur la situation de la Syrie et sur, une fois de plus encore, la bêtise des Occidentaux, particulièrement des Européens. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin que l'Europe refuse de désespérer de la Syrie. Oui, il y a 8 jours, les Syriens qui vivent sur la côte près de Latakia ont subi un pogrom, la chasse à l'homme, pourvu qu'il soit alaouite, a fait au moins 1500 morts. Ce sont les forces de sécurité, épaulées par les supplétifs du régime, notamment les djihadistes qui vivent à Idlib, le fief du parti au pouvoir, qui ont commis ce bain de sang. 3 jours de massacre, une orgie. On se demandait donc hier comment Bruxelles allait recevoir Assad al-Sheibani. Du temps d'Al-Qaïda, il se faisait appeler Abu Aisha Manara. Quand il était porte-parole du front Al-Nosra, il se nommait Hossan al-Shafi. Depuis 3 mois, il faut l'appeler Monsieur le ministre des Affaires étrangères. À Bruxelles hier, il arborait une barbe courte, une cravate club, un costume de ministre. Quand il a serré la main d'Ursula von der Leyen, il n'avait pas l'air dégoûté. Il est diplomate, c'est désormais son métier. Ahmad al-Shara, alias Abu Mohamed al-Joulani, son patron désormais président par intérim de la Syrie, c'est lui gardé de serrer la main, forcément impure, de la ministre allemande des Affaires étrangères quand elle est venue à Damas fin janvier. Alors, le ministre participait hier à la conférence des pays donateurs qui chaque année rassemble les pays arabes, les agences de l'ONU, les occidentaux aussi. Ouais, il est reparti avec près de 6 milliards d'euros. Cette manne permettra de survivre aux Syriens réduits à la misère et aux millions de réfugiés dans les pays voisins. L'Europe a versé depuis 10 ans 37 milliards d'euros. Les Américains étaient encore plus généreux, mais avant que Donald Trump ferme les vannes. À Bruxelles, Ursula von der Leyen, tout sourire, a expliqué « Hier, nous avons travaillé pour les Syriens. Aujourd'hui, enfin, avec la Syrie. » Voilà. Et c'est ça que moi, je voulais retenir. Ces gens-là, quand ça commençait à chauffer dans le Donbass et que je vous ai montré que la situation devenait critique à Pokrovsk, Zelensky a pondu cette idée d'aller faire une incursion à Kursk, selon certains renseignements, avec l'encouragement des Anglais, d'aller rentrer dans Kursk pour faire diversion et forcer les Russes à diviser leurs unités et à retirer des unités dans le Donbass où l'Ukraine était en difficulté pour les envoyer à Kursk. Chose qui n'a pas réussi, que je vous ai commenté ici, qu'on a vu. Ensuite, on a vu que la situation au Moyen-Orient devenait catastrophique et que surtout, le pays que vous connaissez s'en était pris au Liban. Dès qu'on a signé des accords de cessez-le-feu entre le Liban et le pays que vous connaissez, nous avons eu, le lendemain, ou dans les heures qui ont suivi, l'attaque qui a commencé en Syrie. Là encore, on a vu que les gens qui attaquaient en Syrie utilisaient les mêmes méthodes que ceux qui ont attaqué à Kursk, c'est-à-dire s'enfoncer dans les lignes de la Syrie, faire croire dans les réseaux sociaux qu'ils avaient pris des villages pour créer la panique et ensuite tendre des embuscades à ceux qui voulaient venir. Mais dans le cas de l'armée syrienne, cette armée n'était pas au niveau et donc cette armée reculait et concédait du terrain. Cependant, selon les sources qu'on a, vous pouvez voir ça chez Veille Stratégique, les Russes avaient prévenu l'armée syrienne, mais l'armée syrienne, compte tenu de tous les problèmes en termes d'effectifs, de corruption, n'ont pas bien su exploiter cette information que les Russes les avaient donnée. D'autre part, ils n'étaient plus en mesure de s'opposer aux djihadistes, ils ont perdu du terrain. Et vous avez
Même Emmanuel Todd l'a reconnu que c'était une défaite pour la Russie. Une question qui n'est pas abordée là, mais est-ce que la chute de Bachar al-Assad ne marque pas, à l'inverse, un recul du soft power russe ? C'est un échec indéniable pour la Russie, dont on verra l'ampleur, puisque la discussion du statut des bases russes dans les provinces côtières de la Russie... De la Syrie de la Syrie est encore en discussion, mais il est certain que c'est une claque, il n'y a pas de problème. Mais surtout, vous avez ça ici, je vous le résume ici. Regardez bien les résumés de ces 2 vidéos de quand la situation a mal tourné en Syrie. C'est à coups de klaxon et des tirs d'armes à feu que les rebelles célèbrent leur victoire, ralliés par des dizaines de personnes dans le centre de Damas, notamment sur la place des Omeyyades. En quelques heures, ils ont réussi à prendre la capitale, ils sont entrés dans la ville avec des chars, ont déboulonné des statues de la famille al-Assad et ont pénétré dans l'aéroport militaire Mazeh. Les rebelles ont fait une déclaration à la télévision d'État après avoir annoncé que le président Bachar al-Assad avait fui le pays. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée, le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Le centre d'opération Fateh Dimashq demande à tous les frères, aux combattants et aux citoyens de préserver tous les biens de l'État syrien. Vive la Syrie libre! Peu de temps avant, le Premier ministre syrien a admis la chute du régime. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. En à peine 2 semaines, les rebelles ont réussi à prendre plusieurs villes clés comme Hama, Homs, Alep ou encore Deraa. Ils ont mis fin au parti Baas et à plus de 5 décennies du règne de la famille al-Assad. Voilà. Ça, c'était la première présentation qu'ils nous ont donné des événements. Et ensuite, il y a eu ça. Il y a eu, soi-disant, les réactions internationales par rapport à ce qui s'était passé. C'est presque unanimement que la communauté internationale salue la chute du régime syrien depuis dimanche. Ce régime a brutalisé, torturé et tué des centaines de milliers de Syriens innocents. Alors sa chute est un moment de justice, un moment d'opportunité historique pour le peuple syrien. C'est aussi un moment risqué, plein d'incertitudes. Mais à l'image des Américains, beaucoup de nations occidentales se posent la question de la suite, et notamment de la confiance à accorder aux forces de libération. HTC était une ancienne branche d'Al-Qaïda avec qui elle a rompu en 2016, mais est toujours classée par l'ONU comme groupe terroriste. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il prendra une décision rapidement concernant le retrait ou non du groupe de sa liste d'organisations terroristes. Pour la diplomatie française, la chute du régime est un moment historique dont on peut se réjouir tout en restant prudent. Soyons lucides, il y a des risques très importants qui guettent la Syrie. Celui de la fragmentation et de l'instabilité, comme on a pu le voir par le passé en Libye ou en Irak, et celui de l'islamisme. Et sur ce sujet, nous serons intransigeants. Il appartient à ce groupe de faire la démonstration de sa volonté sincère d'écarter l'extrémisme. Le ministre parle aussi d'un revers cuisant pour la Russie, qui perd sa base arrière en... Voilà. Tout ceci a été fait par les Otaniens parce qu'ils voulaient handicaper la Russie. Probablement que la France était contente parce que c'était un relais de la Russie pour ses opérations en Afrique. Et eux tous pensaient que, en enlevant cette organisation et les personnes qui la dirigent des listes terroristes, en le rendant propre diplomatiquement, ils allaient réussir leur fin, c'est-à-dire couper la Russie de la base qu'elle avait en Syrie. Mais les choses ont mal tourné pour eux, puisque nous voyons aujourd'hui, presque 3 mois après, les Russes ont gardé leur base et c'est même le gouvernement syrien, qui n'est pas idiot,
qui sait comment sont les Occidentaux et à quel point il ne faut pas s'y fier, il n'a pas voulu rester dans les simples mains des Occidentaux, puisqu'il sait qu'ils peuvent se retourner à tout moment. Ils ont laissé les Russes sur place, et les Russes, qui, quand ils ont vu que Bachar al-Assad et son armée n'avaient pas les moyens de se battre, eux, ils n'allaient pas se battre à la place des Syriens. Ils ont laissé la Syrie de Bachar al-Assad tomber, ils ont exfiltré Bachar al-Assad, et maintenant, ils ont réussi à conserver ce qui était leur intérêt aussi en Syrie. Et donc, toute cette opération n'a pas marché, et que vous voyez bien, une fois de plus encore, tous ces otaniens ont poussé un mensonge en avant pour leurs intérêts personnels qui n'a pas marché, parce que aujourd'hui, la situation en Syrie se révèle être encore une fois de plus un désastre pour la population locale. Méditerranée, essentielle pour ces opérations en Afrique notamment. Et le Kremlin, qui admet avoir accordé l'asile à Bachar al-Assad, se dit ouvert à la discussion avec les futures forces au pouvoir en Syrie. Il est trop tôt pour parler de l'avenir des bases militaires russes en Syrie. Pour l'instant, nous assistons à une période de transformation et d'instabilité extrême, donc cela prendra évidemment du temps et nécessitera une conversation sérieuse avec ceux qui auront le pouvoir. La Russie demande ce lundi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le dossier syrien. Voilà. Ils étaient tous contents, mais déjà à l'époque, leur plan n'avait pas marché, parce qu'eux tous pensaient que vraiment la Russie allait démobiliser une partie de ses effectifs pour venir sauver Bachar al-Assad et donc du coup permettre à Zelensky de baisser la pression dans le Donbass et peut-être même à Kursk. Nous avons vu ici que voilà, face aux intérêts, rien ne prime, même pour la Russie. La Russie a laissé tomber Bachar al-Assad, ou en tout cas, par la faute de Bachar al-Assad qui n'avait pas entretenu son armée, et la Russie n'a pas voulu perdre beaucoup plus de gens et mettre beaucoup plus de moyens qu'il n'en fallait pour conserver ses intérêts en Syrie. Bien au contraire, elle s'est retournée, elle a laissé les djihadistes prendre la Syrie, et les djihadistes eux-mêmes, sachant ce qu'ils ont déjà vécu avec les Occidentaux, préfèrent garder les bases des Russes sur place plutôt que de chasser les Russes et de se retrouver à la merci des Occidentaux. Tout ça pour en revenir à ce qui s'est passé il y a quelques jours et à ce que Vincent Herweg est en train de dire. Écoutez, voilà la situation 3 mois plus tard, il y a 9 jours. Les plus violents combats depuis la chute de Bachar al-Assad. Face à face à l'attaqué dans le nord-ouest du pays, les forces loyales à l'ancien président syrien et l'armée du nouveau pouvoir islamiste. Prise au piège entre les deux, les civils. L'attaqué, c'est l'un des fiefs de la communauté alaouite, la minorité religieuse dont est issu le clan Assad. Les soldats de la nouvelle armée syrienne se filment lorsqu'ils humilient ces alaouites en les traitant de cochons. Ou lorsque l'un d'entre eux frappe ces civils à genoux. Des dizaines d'exécutions sommaires, des corps qui jonchent les rues. La panique de familles entières. Ces exactions se sont déroulées dans plusieurs villes de la côte, pour une double raison, selon cet expert. C'est vraiment un acte de vengeance contre une communauté qui est considérée comme ayant été le pilier du pouvoir des Assad, et également une haine religieuse qui s'exprime, puisque pour les islamistes, les djihadistes, les alaouites sont des hérétiques qu'il faut éradiquer. Ces exactions ont-elles été ordonnées par le pouvoir islamiste ou s'agit-il de débordements des éléments les plus radicaux? Ahmad al-Shara, le président qui promet une transition pacifique depuis 3 mois, dit condamner ces crimes. Toute personne qui commet des violations contre des civils non armés sera tenue strictement responsable. Il est de notre devoir de protéger nos compatriotes dans les zones de combat. Il y a une semaine, lors de notre venue en Syrie, nous avons constaté la terreur des Alaouites, dans leur quartier bouclé à cause d'enlèvements et d'assassinats depuis décembre. À Homs, ce commerçant, comme les autres, se barricade chez lui et songe à quitter son pays. Ce n'est pas parce qu'on est alaouite qu'on soutenait l'ancien régime. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a aucune place pour les minorités dans cet État. Les nouveaux dirigeants sont des extrémistes. On ne peut pas vivre avec cette menace de vengeance.
Les massacres de ces dernières heures constituent le premier vrai test sur les capacités des islamistes syriens à construire un État de droit. Voilà. D'où la chronique énervée de Vincent Herweg sur lesquels nous revenons et nous allons écouter la suite. Parce que Vincent Herweg s'offusque de l'aveuglement des Européens qui ont voulu, parce qu'ils voulaient, une fois de plus, faire pencher la balance en Ukraine et s'en prendre à la Russie, ont conduit ce pays vers ce massacre. Et malgré ça, là, le ministre des Affaires étrangères de ce pays est venu récolter de l'argent en l'Union européenne et Ursula von der Leyen se félicite de cela. Aujourd'hui, les rêves et les aspirations du peuple syrien ne sont plus en suspens. La présidente de la Commission devrait aller le dire aux familles des 1500 civils assassinés jusque dans leur lit par les amis du ministre. Leurs rêves sont définitivement en suspens. Et les participants n'ont demandé aucun compte sur ces tueries, Vincent. Ils se sont contentés des déclarations lénifiantes du ministre jurant qu'aucun effort ne sera ménagé pour traduire en justice quiconque a du sang sur les mains. Il dit ça alors que les siennes en sont couvertes. Il a coagulé le sang, mais c'est l'un des fondateurs du Front Al-Nosra, un vétéran de la guerre civile, un professionnel du terrorisme et du double langage. Depuis le pogrom, on n'a pas entendu un mot du nouveau régime en soutien aux victimes des islamistes. Il a promis une commission d'enquête, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Depuis 3 mois, les tueurs d'alaouites et de chrétiens sont dans l'impunité. Le texte constitutionnel dévoilé jeudi donne les pleins pouvoirs au président, mais ne fait nulle part référence aux minorités kurdes, druzes, chrétiennes, alaouites. Il a expédié en une journée seulement la conférence de réconciliation nationale. Le régime avait promis un gouvernement inclusif au plus tard le 1er mars. Nous sommes le 18 et il n'en parle plus. Il a organisé samedi une grande manif à la gloire des islamistes pour l'anniversaire de la Révolution. Les Européens ferment les yeux parce qu'ils veulent croire à un dérapage et parce qu'ils ont peur d'une nouvelle vague migratoire. C'est un mélange désarmant, de naïveté, de cynisme et de bêtise. La Commission envisage même de lever toutes les sanctions sans attendre, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire, montrer au nouveau régime syrien qu'il ne trompe personne et qu'il doit respecter toutes les minorités s'il ne veut pas être traité comme Bachar el-Assad. Ainsi va le monde, signature Europe. Voilà, comme il vient de le dire. Bachar al-Assad était là, bien ou mauvais, c'est eux qui ont voulu le faire tomber parce que il est gêné. Parce qu'il y avait l'affaire du Qatar avec leur pipeline qui devait passer sous la Syrie, parce que c'était l'allié de Moscou dans la région, et donc ils ont voulu le faire tomber. Et maintenant, une fois de plus, ces gens-là ont semé le trouble, se retrouvent coincés, et surtout ne veulent pas revivre ce que Sarkozy leur a fait vivre. Sarkozy a fait tomber Kadhafi, et ça a été le passoire migratoire, et la situation est devenue ce que c'est devenu aujourd'hui. Et maintenant, la faute, ce ne sont plus les bêtises que Sarkozy a fait, mais la faute de tous ces gens qui fuient l'instabilité que Sarkozy a causée jusqu'en Afrique avec ses bêtises. Et là, c'est pareil. Ils ont fait tomber Bachar al-Assad. Maintenant, on commence à s'apprendre à ces chrétiens qui doivent aller quelque part. Et maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Non seulement on a foiré le plan avec la Russie, parce que la Russie a gardé ses intérêts en Syrie, mais en plus, on est en train de pousser une seconde vague migratoire. Parce que maintenant, comment refuser l'asile à tous ces gens qui, clairement, avec ce qui s'est passé, risquent leur vie en restant en Syrie? Et une fois de plus encore, vous voyez les conséquences de la bêtise de ces Occidentaux qui pensent à leurs intérêts propres et surtout qui sont pires que les Américains parce que les Américains au moins sont pragmatiques. Les Européens sont les pires, ce ne sont que des idiots. Ils ne voient qu'à court terme. Ils voulaient s'en prendre à Moscou et maintenant ils sont coincés et leurs décisions sont en train de causer des morts. Et en plus de ça, ils se félicitent d'avoir fait ça. Donc je voulais déjà parler de ce sujet parce que ça m'a fendu le cœur de voir ça. Et donc, je ne peux pas parler de l'actualité et me focaliser que sur la Russie. Il y a aussi d'autres choses qui se passent. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette actualité. J'espère pour les pays africains et pour les Africains, vous voyez pourquoi, bien que ça soit difficile de dealer avec les Américains et que surtout c'est idiot de devenir un allié des Américains, il est encore pire de dealer avec les Européens parce que eux, ils sont restés enfermés dans leur vision de comme quoi ils étaient les meilleurs au monde. Et surtout, ils n'ont aucun pragmatisme.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.